Bonjour Monsieur le ministre, vous allez vous présenter à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Je suis Albert Flendé, docteur en sciences économiques, spécialisé économie des ressources humaines, doctorat premier cycle dans le temps, que j'ai obtenu à Nanterre en 1985. Je suis marié, père de 4 enfants et bon, j'ai été fonctionnaire de 86 jusqu'en 2003-4. Puis par la suite, j'ai eu à bénéficier d'un détachement à la Banque mondiale. J'ai été mis en position auprès du gouvernement de Côte d'Ivoire, au niveau du ministère de l'économie et des finances. Je dois dire que j'ai fait une carrière au plan et aux finances pendant tout ce temps. Et par la suite, ou parallèlement, j'ai été maire de la commune de Mans de 2001 jusqu'en 2013. Et avant, j'ai été conseiller municipal adjoint au maire de la commune de Mans. Voilà un peu ma présentation sommaire. Merci. Je ne sais pas si cette expérience est véritablement à partager, dans la mesure où je vous ai dit que j'ai l'expérience de conseiller municipal adjoint au maire de 1996 jusqu'en 2001. Et en 2001, j'ai fait un programme que j'ai proposé à mes parents de Mans, qu'ils ont accepté à travers une élection démocratique et libre le 25 mars 2001. Et nous avons plus ou moins géré la commune de Mans. Vous vous rappelez tous que depuis 2002 jusqu'en 2010-11, bon, il y a eu la crise. Bon, dans mal, nous avons réussi à gérer la commune dans ce contexte-là. Bon, vous pouvez aussi nous poser des questions précises pour que nous partagions avec vous notre expérience de gestionnaire de structures décentralisées. À quel moment intervient le gouvernement? Vous savez que la gestion communale est une gestion par délégation. Vous savez que la décentralisation, c'est le pouvoir que l'État central donne à des structures autonomes, comme la mairie, dans le cas d'espèce, pour pouvoir le faire au niveau le plus périphérique pour le compte de l'État et au bénéfice des populations. Donc, cet aspect des choses donne que l'autorité municipale a deux aspects, a deux fonctions principales. Une fonction de représentant de l'État, c'est par rapport à ça qu'il est dépositaire de la gestion de l'État civil. Il donne des ordres en ce qui concerne la sécurité, mais aussi une fonction politique de gestionnaire des secteurs. Secteur de l'éducation, secteur de la santé, secteur même de la voirie, secteur de l'eau potable, etc., au niveau le plus périphérique. Et ça, l'État lui donne, disons, des compétences de façon un peu plus institutionnelle. Il y a des décrets parce que c'est l'État qui a le développement économique, politique et social de toute une nation. Et comme il ne peut pas le faire dans tous les compartiments spatiaux de l'État, de la nation, il donne délégation aux communes. Et dans le cas d'espèce, les communes comme les nôtres, nous avons à gérer l'éducation, ramassage d'ordures, la santé, l'assainissement, etc. Mais tout ça avec la supervision de l'État, avec la supervision du gouvernement. Le gouvernement assure la tutelle à travers l'ensemble des ministères, mais plus principalement pour ce qui est la tutelle du contrôle de l'exécution de l'affaire administrative et politique, c'est le ministère de l'Intérieur. Alors, vous me demandez mon expérience. Elle est brève. Bon, j'ai été adjoint au maire pendant 5 ans, de 1996 à 2001. J'ai surtout été maire de 2001 jusqu'à la crise. Par la suite, vous savez les difficultés que nous avons eues. Ben, mon expérience, c'est que d'abord, la décentralisation est inachevée. Est inachevée parce que le transfert de compétences ne s'accompagne pas de transfert de moyens. Si bien que les communes, une commune comme la commune de Mans,
du temps où j'étais maire en tout cas, le budget était d'environ 400 millions, un peu moins de 400 millions. Je crois qu'actuellement, ça a été monté à 600 millions, mais en tout cas, une commune qui a plus de 200 000 habitants, avec un budget de 600 millions, ce n'est pas beaucoup. Alors donc, c'est ça qui est la contrainte majeure au niveau de toutes les structures décentralisées, notamment de toutes les communes de Côte d'Ivoire. Les quelques communes d'Abidjan qui ont 2 milliards, 6 milliards, bon, malgré ça, elles ont des difficultés parce que qui sont des difficultés, disons, habituelles, récurrentes. En ce qui concerne la commune de Mans, du temps où j'étais maire en tout cas, à ces difficultés-là, il faut ajouter les difficultés de la crise de 2002. Malgré ça, nous avons quand même un bon souvenir de la gestion de la commune parce qu'il s'agit de gérer des hommes. Il s'agit de gérer des hommes, même si c'est une gestion dans la pénurie. Voilà, je veux dire, bon, il y a souvent la nécessité qu'on demande à l'État d'intervenir plus qu'il ne le fait à travers les subventions qu'il donne, parce que c'est nous aussi, en tant que commune, qui prélevons certaines taxes et certains impôts, notamment l'impôt lié à l'habitation et tout ça. Qu'en est-il des voiries? En fait, la délégation de pouvoir que l'État donne aux structures décentralisées que sont les communes se trouve dans les différents domaines. Je vais prendre 2 cas, même 3 cas. Au niveau de l'assainissement, le ramassage des ordures relève de la compétence du maire. Au niveau de l'éducation, le fonctionnement, même l'équipement, même le développement du domaine de l'enseignement préscolaire et primaire relève de la commune. Au niveau de la santé, les centres de santé, les dispensaires urbains dans la commune, sur le territoire communal, leur développement relève de la commune. Mais, quand je vous dis que le fonctionnement relève de la commune, il est évident que le personnel, les budgets de fonctionnement sont mis à disposition. De fait, je veux dire, par rapport à l'état actuel des choses, sont de la compétence des ministères. Le ministère de la Santé, mais le personnel au niveau des centres de santé urbaine, les instituteurs, les directeurs d'établissement au niveau de l'école primaire relèvent de la compétence ou en tout cas la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, etc. Bon, la voirie, vous savez, il y a le principe et il y a les actions. Le fonctionnement quotidien fait qu'au niveau de l'éducation, de fait, à part quelques actions marginales que fait la mairie, tout relève de la compétence du ministère de l'Éducation. Par exemple, sur la voirie, vous savez que la population, elle voit toutes les rues, toutes les pistes au niveau des villages rattachés à la commune comme étant des entités qui relèvent du maire. Mais dans la réalité, dans la commune, il y a les voies nationales, départementales et régionales, il y a des voies urbaines. Mais l'entretien, normalement, relève de la compétence du maire. Ou je veux dire, de fait, l'entretien de la voirie relève de la compétence du maire. Mais le maire ne dispose pas de budget, pas de moyens, à part les quelques colmatages qu'on essaie de faire dans les villes. Mais véritablement, vous voyez l'état de dégradation des rues dans les différentes communes. C'est vraiment devant l'incapacité du fait de manque de budget que les maires sont obligés de voir les rues dégradées. Et c'est quand l'État est saisi ou constate, parce que l'État aussi est représenté par le préfet, par le sous-préfet, etc., et par les responsables des structures déconcentrées, qui sont les directeurs régionaux, les directeurs départementaux. Quand ça devient vraiment intenable, donc l'État intervient autant que possible par rapport aussi aux moyens dont disposent les structures décentralisées, déconcentrées. Voilà un peu comment les choses se passent dans la réalité au niveau du fonctionnement des communes. Je dois dire que non seulement par rapport à mon expérience en tant que maire d'antan, mais aussi par rapport à mon expérience en tant que cadre qui a eu des responsabilités nationales, je peux vous dire que tout ça, dans la conduite quotidienne, c'est vraiment difficile. Pour être un bon maire, est-ce qu'on ne doit pas disposer de carnet d'adresse? Je vais aller sur un peu l'aspect théorique.
du point de vue théorique, les acteurs du processus de décentralisation que décide l'État sont au nombre de 3 ou 4. Vous avez l'État lui-même, avec ses démembrements, les ministères, les tutelles et tout ça. Vous avez les structures décentralisées que sont les communes avec leurs organes, le maire, le conseil municipal et tout ça. Vous avez les populations qui sont bénéficiaires, qui doivent aussi intervenir pour pouvoir améliorer leur propre sort, leurs propres conditions d'existence. Mais vous avez aussi un acteur qui n'est pas négligeable, c'est les partenaires techniques et financiers. Je commence par les partenaires techniques et financiers qui sont des partenaires de financement ou d'appui. Ce sont des gens qui sont généralement soit des ONG internationales, soit des structures comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, etc. Et soit les coopérations bilatérales qui ont des ressources qui mettent à la disposition des États. L'État central, mais aussi des États déconcentrés. C'est-à-dire que les maires peuvent avoir des possibilités d'entretenir des relations avec les maires des structures décentralisées des autres des pays développés. Vous avez les partenaires qui sont les ONG nationales, c'est les populations dans leurs différentes organisations socio-professionnelles, etc. Vous avez aussi les maires et leurs conseils municipaux qui doivent aussi s'organiser pour que le travail qu'ils font, ils puissent disposer non seulement des moyens, mais aussi des méthodes de travail. Mais vous avez l'État. Mais dans ça, vous avez tous les partenaires, tous les acteurs doivent pouvoir concourir dans la mise en œuvre de leurs actions à ce que la décentralisation, qui a pour objectif que le développement atteigne les individus là où ils sont. Donc ce travail-là nécessite que, je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas beaucoup de ressources. Donc pour chercher les ressources nouvelles, il faut imaginer. Il faut aller surtout trouver les ressources là où elles sont. Où sont les ressources? Les ressources sont au niveau de l'État, les ressources sont au niveau de la communauté où on intervient, et les ressources sont au niveau des partenaires extérieurs. Donc il faut avoir de l'imagination pour pouvoir aller chercher les ressources où elles sont. Et c'est pour ça que moi j'estime que les cadres, les représentants des associations qui sont le territoire en question peuvent chacun concourir à améliorer le niveau de ressources et à contrôler l'utilisation des ressources. Ça, ce sont les missions des uns et des autres par rapport aux 4 acteurs que j'ai indiqués tout à l'heure. Il y a des travaux qui ont été effectués grâce au PPI dans des communes. Et des maires se sont plaints du fait qu'ils ont été spoliés de leurs devoirs. Qu'en est-il? Dans la question, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect PPU en tant qu'instrument que le président Alassane Ouattara a mis en œuvre, a conçu, a imaginé quand il était au Golfe, parce qu'il s'est dit, il faut que j'utilise, en tenant compte de la faiblesse ou des contraintes de financement et d'exécution des ressources publiques, en tenant compte de ça, je vais mettre en place un instrument flexible, mais efficace, pour que les difficultés que l'État est en train de vivre, on puisse, à travers cet instrument-là, mettre en œuvre des actions concrètes. Ça, c'est le PPI. Il y a aussi le deuxième volet de votre question, c'est comment l'État peut intervenir, soit à travers ses structures déconcentrées, soit à travers ses propres budgets pour venir en aide à la population à travers des subventions ou à travers des interventions. Alors, comment fonctionne un budget communal? Le budget communal, il y a 2 aspects. Il y a ce qu'on appelle les ressources propres, qui sont les taxes, voilà, qui sont collectées au marché, au niveau des commerces et autres, et puis une partie qui est... Quand on prélève les recettes de l'État, l'État nous rétrocède une partie pour certaines taxes, comme par exemple l'habitat, et puis qu'on appelle ça les petits commerçants. Ça, c'est le budget, les ressources propres. Et puis l'État peut vous envoyer des subventions. Les communes, bon, la mienne par exemple, la commune de Mans, en montant en tout cas, pouvait aller jusqu'à 50 millions par an pour compléter notre budget.
Mais en même temps, toutes les compétences dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les questions d'éducation, de santé, d'infrastructure, de ramassage d'ordures, ça a besoin de ressources propres, ça a besoin de ressources importantes. Et les budgets que nous avons ne suffisent pas en général. Donc, quand l'État constate des défaillances ou des insuffisances d'exécution de budget ou de ressources, l'État peut intervenir. Et le PPU est un instrument, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le président Ouattara a imaginé pour pouvoir intervenir dans les différentes localités. Je peux vous dire, parce que bon, le PPU, le coordonnateur du PPU dans le temps, est un collègue. Bon, je me suis informé auprès de lui. Je peux vous dire que pendant les 5 années passées, le PPU est intervenu au niveau de notre région, la région du Tonkoui, à hauteur de 14,4 milliards. Donc, le département de Mans, par exemple, a bénéficié de plus de 6 milliards et demi du PPU. Mais le département, c'est toutes les communes, c'est tout le conseil régional. Mais quand on prend les secteurs dans lesquels le PPU est intervenu, on se rend compte effectivement qu'une commune comme Mans, le PPU dans le domaine de l'électricité, le PPU est intervenu pour environ 1,5 milliard, mais dans ça, la commune a bénéficié, il y a des quartiers de la commune qui ont été électrifiés. Dans le domaine de l'eau, je peux vous dire par exemple qu'un quartier comme Kennedy, il y a une fontaine qui a été réalisée. Toute la région a bénéficié d'intervention de l'État dans le cadre du PPU. Si un élu local a la possibilité de solliciter l'État dans un temps particulier, bon, c'est toujours bon. C'est des instruments qui existent, qui sont disponibles. Et il faut aller les chercher, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure, que le maire, l'élu local doit pouvoir aller chercher les ressources où elles se trouvent. Et les principales ressources se trouvent au niveau de l'État. Vous venez de mettre les pieds dans le plat. Concernant les routes des Mans, est-ce que les cadres ne peuvent pas faire quelque chose là? L'État intervient dans le pays et en particulier dans les zones des structures décentralisées avec plusieurs instruments. Son propre budget et puis des budgets spécifiques et puis les interventions comme les subventions, ce que je viens de dire. Le cas auquel vous faites référence est un cas qui n'a rien à voir avec le PPU dans la réalité. C'est-à-dire que dans le cadre des visites du président, vous savez très bien que les visites là, on commence, soit on prépare avec des actions, faire des voiries, faire des ramassages d'ordures et tout ça, soit on le fait, soit le président, quand il est dans une zone, une région, il peut faire des promesses. Dans le cas d'espèce, je peux témoigner parce que j'étais encore maire, nous avons sollicité, déjà en 2009, avec le président Gbagbo, j'ai fait un discours pendant la visite du président, j'ai demandé 25 km, le président Gbagbo a accordé 15 km qui n'ont jamais été réalisés, qui n'ont même pas eu un début de mise en œuvre de budget. Et en 2012, le président Ouattara est arrivé, nous avons fait un discours, il nous a accordé 10 km de rue. Et les 10 km de rue, c'est ça qui a fait l'objet de promesses formelles de la part du président. Et les 10 km, c'est ça qui équivaut à peu près à 3 milliards dont on a parlé. Mais ces 10 km-là n'étaient pas prévus pour être financés sur le PPI, pour ce que je sais en tout cas. Voilà, donc c'est les 10 km qui étaient dans le cadre d'un programme d'ensemble de 100 milliards dont le financement est encore à rechercher, pour ce que je sais. Donc comme le financement, parce que l'action du gouvernement, c'est une action cohérente et globale. Si vous faites un budget avec un financement et des ressources qui viennent d'un endroit précis, il faut que cet endroit-là de processus ou la procédure soit observée jusqu'à ce que les ressources soient mobilisées. C'est ce qui fait que les 10 km de la commune de Mans, de la voirie de Mans, sont encore en souffrance. Pour ce qu'on m'a dit en tout cas, ce sont des choses qui sont en bonne voie pour être réalisées à moyen terme. Ça, je peux le dire et je l'ai déjà dit en son temps. Bon, les gens font beaucoup d'amalgames. Il semble que certains politiciens pensent que c'est parce que les cadres de demande ne s'entendent pas que ça ne se réalise pas. Je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux parce que je suis allé à la source, je me suis informé, je sais que c'est une question de financement et de ressources par rapport à ce projet. Maintenant,
L'autre chose, c'est qu'il y a des gens qui veulent se faire prévaloir pour se mettre vraiment en bonne posture. C'est moi qui suis à côté du président, c'est moi qui... Bon, si tu es à côté du président et que tu ne peux pas faire 10 km, ou tu ne peux pas faire 10 km par le président, toi-même tu dois avoir honte. Donc vraiment, ça je peux vous rassurer et dire que nous sommes en train de parler de ce dossier. Vous savez, ces derniers temps, on a parlé de ce qu'on devait lancer pour la deuxième fois, ces travaux-là, mais le financement, c'est le financement qui bloque. Ça, je vous le dis en tant que responsable. En tant que responsable, je suis allé à la source. Les cadres ne sont-ils pas solidaires pour décanter la situation? Le ministère des Infrastructures économiques bénéficie des ressources du ministère des Budgets. Et quand les ressources budgétaires sont disponibles, c'est le ministère des Finances qui les décaisse. Avec au sein de l'administration une direction qui s'appelle la direction des marchés publics. Tout cela, toutes ces structures, toutes ces autorités, toutes ces instances-là existent. Et je vous dis que pour le cas d'espèce, c'est une question de recherche de financement. Je suis aujourd'hui un des collaborateurs du président. Pour le suivi de ce dossier-là, bon, je me suis informé auprès du Premier ministre, auprès du ministre des Infrastructures, et ces deux autorités m'ont indiqué qu'il s'agit simplement d'une question de financement. Et c'est la même chose pour tous les projets de l'Ouest. Vous savez, le président a visité l'Ouest. En 2012, nous avons bénéficié de cette visite historique-là et nous l'avons préparée en 2 semaines. J'étais encore au gouvernement, nous avons préparé ça en 2 semaines, si bien que les travaux préparatoires n'avaient pas été réalisés et le reste c'était des promesses. Maintenant, la deuxième visite du président, c'était dans l'autre partie de la région, à savoir le Guimont et, disons, le Cavali. Donc, toutes les promesses de rue qui ont été faites sont en train d'être lancées. Par exemple, Plolequin, tous les pleurs, ça a été lancé. Vous savez que le président avait en son temps dit que tous les chefs-lieux de département, de notre région en tout cas, devaient bénéficier de 2 à 3 kilomètres. Et moi, devait bénéficier de 10 kilomètres, dont 3 ont été faits. Bon, donc tout ça là, en fait, nous suivons, c'est peut-être lent, parce que c'est vrai qu'il y a un sentiment de frustration qui anime certains responsables des structures décentralisées. Certains maires sont pressés et tout ça. Bon, ça aussi, c'est l'autre côté du bâton. Les gens arrivent, font des promesses qui n'ont rien à voir avec la capacité de l'instance qu'ils vont gérer. Par exemple, un maire qui arrive et dit je vais faire des rues. Un maire peut pas. Un maire comme nous là, commune de l'intérieur, 1 kilomètre de rue bitumée, ça fait entre 150 et 200 millions. Ton budget est de 600 millions. Sur les 600 millions, tu as 400 millions de salaire. Tu as fait comment pour financer les réalisations de rue, alors que dans la campagne, tu as dû le dire. Donc, tu es coincé. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes qui s'intéressent de plus en plus au poste de maire aujourd'hui, qui viennent, qui tiennent des promesses et qui ne les tiennent pas? Gérer une commune suppose une petite expérience. Mais les jeunes peuvent venir aussi pour gérer. C'est ce qu'on voit là. Il y en a qui sont arrivés, ils ont pensé que gérer une commune là, c'est simple. Que dans la commune là, il y a l'argent. Ils se rendent compte au finish que là, c'est trop compliqué. Dans la réalité, il faut demander aux gens qui veulent gérer les structures, qui veulent même briguer le suffrage de nos parents, de la population, de s'entourer d'un minimum de connaissances et de pratiques, donc d'expérience. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut aussi encourager les jeunes à acquérir l'expérience et à venir s'investir dans la gestion des différents mandats, que ce soit au niveau des communes, que ce soit au niveau des conseils régionaux, que ce soit au niveau de la députation, etc. Donc, il faut les encourager. Mais il faut les encourager en leur disant que ce n'est pas facile. Que ce n'est pas facile du tout. Qu'il faut qu'ils maîtrisent le processus qui a fait qu'on a les communes et les conseils régionaux. C'est-à-dire que c'est pas... il faut imaginer. Il faut associer, il faut se faire entourer de compétences. Il faut faire en sorte que vous-même, vous ayez à aller chercher des ressources. Par exemple, un maire dans notre région au niveau
de la région des montagnes d'antan, maintenant le Tokwi. On était en relation avec la Franche-Comté, mais cette coopération-là, elle n'existe plus. Il faut la réveiller. Quels sont vos rêves pour la commune de Mans? Je ne suis pas Martin Luther King peut-être, mais bon, je rêve pour notre région, d'abord pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de retrouver la cohésion et le développement. Je voudrais rêver qu'en 2020, ce que le président Ouattara a promis à la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire aller vers l'émergence, je rêve que ça se réalise. Pour que ça se réalise, il faut accompagner le président dans son deuxième mandat, il faut l'accompagner dans tous ses souhaits de pouvoir réaliser notamment la Troisième République. Il faut l'accompagner dans le processus de ce référendum qui va bientôt s'ouvrir en termes de campagne, parce que je sais que c'est des conditions pour aller vers la solidarité retrouvée, la cohésion sociale retrouvée. Pour ma région, la région du Tokwi, je rêve que nous réalisions ce que le président Houphouët-Boigny a imaginé en son temps. C'est-à-dire, le président Houphouët voyait la Côte d'Ivoire avec des régions qui sont des pôles de développement. Et il avait pris l'exemple de notre région. Le plan 71-75 d'antan était un plan où on devait exploiter toutes les richesses de l'Ouest au bénéfice de la Côte d'Ivoire. Et le président Bédié, en son temps, avait fait une expérimentation à travers un haut commissariat au niveau du développement de cette région. Toutes ces compétences, toutes ces possibilités-là doivent être exploitées. Et si elles le sont dans le cadre du conseil régional, notre région, la région du Tokwi, est appelée à un avenir radieux. Pour ma commune, en 2001, j'avais un programme quand je suis arrivé aux élections de 2001. Et ce programme, je l'ai renouvelé en 2013. Mais les contextes étaient différents. Pour ma commune, je veux une gestion concertée. C'est-à-dire la décentralisation est une chose, la gestion concertée est une autre chose. Est-ce que vous serez candidat? Bon, ça c'est en 2018. On verra si les conditions sont réunies. Je suis prêt à faire un don de soi, me donner à ma région. Ça, je suis prêt à le faire. Mais il y a des conditions. Une gestion concertée, c'est quoi? Vous savez que dans la décentralisation, il y a les communes et puis les régions. En principe, la commune doit bénéficier des ressources du conseil régional. Or, généralement, ce n'est pas le cas. Donc, un maire qui arrive dans des conditions où le conseil régional peut intervenir, il faudra que la concertation, l'entente entre le maire ou les maires et le président ou le conseil régional, que cette concertation puisse permettre à la mairie de bénéficier de certaines ressources. Les deux autorités doivent s'entendre pour que ça se réalise. Voilà un peu les rêves aux différents niveaux que j'ai. Et je voudrais profiter vraiment pour vous dire merci pour l'occasion que vous nous donnez, pour pouvoir le dire. Et en le disant, je suis prêt pour que notre population nous utilise en général tous les cadres et m'utilise en particulier parce que je les ai sollicités en 2001, en 2013. Je vais pouvoir encore les solliciter en 2016 et en 2018.